Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette émission. On est de sortie avec un invité exceptionnel dans un lieu exceptionnel que vous allez découvrir par étapes et on est vraiment très heureux de pouvoir vous en montrer des petits bouts et puis surtout parler de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas avec Antoine Roblot. Bonjour. Bonjour Antoine, vous allez bien? Et vous? Super, vous êtes le créateur du Zoo Art Show. Alors vous êtes producteur. Vous avez une structure, vous êtes 100% indépendant. Qu'est-ce que c'est que le Zoo Art Show? Parce que ça parlera à la fois aux Lyonnais, mais un peu partout en France. Exactement. Donc, écoutez, merci déjà d'être là. Donc, le Zoo Art Show est né en 2018 d'une idée assez simple, finalement. Moi, je viens à la fois du monde de la création par la musique. J'ai été musicien pendant très longtemps. Et la vie m'a aussi amené à devenir professionnel de l'immobilier. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément d'immeubles qui étaient vides, notamment pendant des périodes de transition qui correspondent au dépôt de permis. Donc en gros, on a un immeuble qui est racheté par un opérateur immobilier sur lequel il va déposer un projet, et ces projets peuvent prendre beaucoup de temps, notamment quand ils sont un petit peu complexes, quand ils s'attaquent à des bâtiments classés, quand il y a des recours, etc. Et donc, on a eu l'idée un jour un petit peu folle, oui, de transformer un de ces bâtiments avec un opérateur immobilier qui s'appelle Marc Pigerolet de la société Ariost, de prendre un de ces bâtiments qu'il avait en stock et qui était dans ce cas-là, et de le transformer en exposition d'art géante. Alors pour les Lyonnais et pour les autres, ici on le verra quand on verra l'extérieur et l'intérieur, 5000 m². C'est le seul immeuble de bureau fait par Tony Garnier. Exactement. Et c'est l'ancien siège de Panzani. Exactement. Donc là, pour Zoo XXL, qui est l'exposition, le lieu dans lequel tu te trouves, parce que c'est plus qu'une exposition, ouais, mais le lieu dans lequel tu te trouves, effectivement, c'est la 3e édition du Zoo Art Show. On en a déjà fait 2 rue de Créqui en 2018 et 2019. Je te donne quelques chiffres, c'est 60 000 visiteurs en 240 heures d'ouverture avec une jauge de 100 personnes. Donc je te laisse imaginer la queue qu'on avait devant pour y entrer. Et donc effectivement, cette année, en 2020, on a fait le pari d'investir un immeuble qui est 5 fois plus grand, voire 6 fois plus grand, et qui est donc signé de Tony Garnier. On se trouve ici, pas loin du boulevard des Belges, etc., dans vraiment les quartiers très chics lyonnais. Donc il y a aussi ça qui est intéressant, c'est l'opposition entre... Contraste. C'est le contraste exactement entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis c'est aussi, je crois, un peu la philosophie, y compris de... Alors je ne sais pas, mais vous allez nous dire si on doit parler de street art, de culture urbaine, de graffiti, mais c'est vrai que c'est aussi parfois un acte aujourd'hui, y compris politique, dans la manière dont on s'approprie ou pas la ville, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant ce lieu de contraste. C'est un lieu de contraste, exactement, on reviendra dessus après. Ouais, et donc effectivement, comme tu le disais pour répondre à ta question, on est bien dans les murs de Tony Garnier, c'est le seul bâtiment de bureau qui a été dessiné par cette grande figure de la culture lyonnaise. Là aussi, il y a pas un contraste, mais je dirais qu'il y a un mariage heureux entre une icône de la culture classique lyonnaise, puis on évoquait un petit peu le sujet avant de commencer d'enregistrer, donc quelqu'un qui est une figure qui est portée par une classe politique classique lyonnaise depuis très longtemps, et puis notre message, notre contenu à nous, donc pareil qui va en opposition, comme le fait d'être dans des beaux quartiers. Et effectivement, après, il y a quelque chose de très intéressant sur ce bâtiment, donc le seul bâtiment de bureau, designé par Tony Garnier, il est très vaste, plus de 5000 m², nous on en utilise 4003, mais il fait en réalité, je crois, il me semble, pas loin de 6000 avec les sous-sols. Ce qui est très intéressant dans ce bâtiment, c'est que l'architecture de Tony Garnier est très brute et très... épurée un peu. Très épurée, exactement, on est sur des poutres en béton, très simples, avec des dalles de plafond très simples. Années 20. Exactement. Et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir des espaces aussi qui sont hyper intéressants à travailler. On va les découvrir un petit peu. Et le fait que ce soit des bureaux aussi pour finir, c'est très intéressant parce qu'il y a différents types d'espaces. On a des grands, des petits, avec des hauteurs sous plafond, sans hauteur sous plafond. Donc, si tu veux, nous qui connaissons parfaitement notre art et les choses dont on fait la promotion, ça nous permet d'avoir un terrain de jeu où, si tu veux, on peut expérimenter plein de choses différentes. Tu ne vas pas travailler une pièce qui fait 30 m² de la même manière qu'une pièce qui fait 800 m². Tu ne vas pas travailler un mur qui fait 1,80 m de haut comme un mur qui fait 5 mètres de haut. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. Et effectivement, donc, on est dans l'ancien siège social de Panzani. Voilà, donc quand on est arrivé au mois de juillet pour une ouverture en octobre, ça ressemblait à des bureaux des années 80 avec une moquette rose et bleue, avec les faux plafonds, les cloisons, voilà, tout ce que vous connaissez tous, pour ceux qui travaillent dans des bureaux. Alors on va découvrir un peu plus avant parce que c'est un lieu exceptionnel qu'on a eu la chance de visiter.
plus de 120 artistes, des pointures internationales, mondiales, des gens qui sont venus presque en famille, parce que je crois que c'est aussi ça un peu l'esprit, c'est de se retrouver, de pouvoir participer à des projets, etc. Pourquoi est-ce que cette... alors, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit parler de street art, de culture urbaine, de graffiti? Première question. Et pourquoi est-ce que c'est devenu aujourd'hui, j'allais dire, ce que vous évoquez comme étant la culture dominante? Alors, on peut parler de... Tous les termes que tu emploies sont justes. Hein. Après, nous, on nous a tout de suite catalogué street art. Street art, street art, street art, street art. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Nous, je pense qu'on est, oui, on est de ceux, allez, je ne vais pas dire les seuls, mais on est de ceux qui ont fait que le street art est devenu très à la mode à Lyon, sans pour autant se revendiquer street artiste ou etc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Zoo XXL, là où tu te trouves, c'est pas qu'une expo. C'est un lieu de résidence. Donc on a beaucoup d'artistes et d'athlètes qui viennent travailler ici. Donc ouais, ça peut être... Il y a un boxeur, il y a un danseur, il y a des gens qui font du vélo, etc. Enfin, donc ça leur sert de lieu d'entraînement. Des basketteurs, je crois. Des basketteurs, exactement. Donc ça leur sert de lieu d'entraînement, ça leur sert de bureau, ça leur sert de lieu pour des shootings vidéo, ça leur sert voilà, vraiment de lieu de travail aussi. Donc si tu veux, tu as cet aspect-là aussi, c'est pas juste ouvrir les portes au public et puis faire vibrer les gens en rentrant dans ce lieu. C'est aussi proposer un lieu aux acteurs locaux, à des grands champions qui vont par la suite après amener des associatifs, amener des amateurs, amener etc. Donc si tu veux, tu es vraiment dans un lieu de mixage social, de travail, et qui, bien sûr, on ouvre au public donc sur un format d'exposition. Tu te balades, c'est entre une balade urbex et une expo. C'est une expérience en tout cas. C'est une expérience, exactement, très immersive, exactement comme tu l'as vu. On a fermé 400 fenêtres, on a repeint les sols, on a repeint certains plafonds. Donc tu rentres vraiment dans des mondes les uns après les autres, sur une vingtaine de différentes scénographies. Et puis on a aussi un format avec un spectacle. On a aussi donc le spectacle qui est géré par B-Boy Lilou, qui est un des cofondateurs du Pokémon Crew. Pokémon Crew qui est un des rares acteurs de notre culture à avoir un peu percé au niveau de l'image, on va dire grand public à Lyon. Mais ça s'est un petit peu perdu avec le temps, etc. etc. Et donc on a aussi des chefs cuisiniers ici, on a Tabata et Ludovic May du restaurant des Apothicaires et du Food Traboul avec les chefs du Food Traboul qui s'occupent du food. Voilà, donc si tu veux, tu as un vrai mix de toutes les cultures urbaines. Un spectacle un peu global. Exactement, c'est une expérience. L'idée c'est de rentrer ici, de pouvoir te balader, de pouvoir voir des choses, interagir avec des artistes, de pouvoir manger, de pouvoir acheter un petit truc. Voilà, on est vraiment sur un concept assez global et on essaye de ne pas parler de street art parce que finalement tu as des fresques et du graffiti, du street art, t'appelles ça comme tu veux, un peu partout, mais pas que, en fait. Tu peux utiliser ce lieu à d'autres fins. Voilà, et c'est pour ça qu'on a parlé de temple de la street culture. Alors, qu'est-ce que la street culture? La culture de rue, tout simplement. Culture urbaine, c'est un mot qu'on utilise plutôt en France parce qu'il est plus poli. Fait moins peur. Ouais, après, culture urbaine en France, il y a encore 10 ans, était égale culture du ghetto, ou, pardon, hein, je veux pas de site, ouais, voilà, mais bon, on va pas faire de polémique là-dessus, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin, pas pour moi en tout cas. On va dire que, moi je parlerais plutôt de culture pop, en fait, parce que la culture urbaine, ce qu'on appelle de la culture urbaine en France aujourd'hui, c'est la culture dominante. Tu portes des baskets, tu manges des hamburgers, mademoiselle aussi, monsieur aussi. Je suppose que vous avez dans votre famille quelqu'un qui écoute du rap, quelqu'un qui hélas. écoute... voilà, hélas, ça parce qu'il y a de tout. Hein, voilà, il y a de tout. Mais le rock, je peux vous mettre le rock, les scènes rock aussi dans cette culture. Moi, par exemple, je viens de la culture rock, hein, je viens pas de la culture rap. Donc, en fait, la culture urbaine, c'est un mot Elle nous poli. traverse tous, en fait. Oui, et puis c'est un mot poli pour parler de culture pop, et c'est un mot que finalement, c'est quelque chose de pas assumé par les pouvoirs publics aujourd'hui, le fait que cette culture est dominante. Donc on lui a donné un nom qui est la culture urbaine. Urbaine, ouais, on est en ville. C'est faux. Tous les gamins qui habitent à la campagne portent des Air Max. Tout ça, si tu veux, voilà. Donc c'est un mot policé. Donc nous, aujourd'hui, on préfère parler de street culture, c'est le terme américain, qui est les Américains étant quand même plus cash sur leur manière de parler. Mais après, voilà, effectivement, le point commun culturel de, allez, on va dire 90% des gens que tu vas trouver ici, c'est qu'ils ont à un moment ou à un autre croisé le chemin de la culture du graffiti. Voilà. C'est un peu le fil rouge. C'est le fil conducteur, exactement. Alors, j'allais dire qu'on va croiser, qu'on peut croiser, mais hélas, qu'on ne croise plus, parce que c'est aussi de ça dont on voulait parler, s'intéresser à ce que c'est que la culture aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, la place de la culture, puisqu'en gros, ça a ouvert quoi, le 17 octobre, c'était blindé, ça a tenu quelques jours. 13
2013. Ça s'est arrêté pour les raisons qu'on connaît. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez ça? Comment les artistes le vivent? Enfin, voilà, on se doute que c'est excessivement compliqué parce qu'on le rappelle, vous êtes un entrepreneur, hein, c'est 100% indépendant, il n'y a pas de subvention, etc. Donc, vous êtes un chef d'entreprise stoppé dans son activité qui regarde ces 5000 m² tous les jours vides. Et comment vous vivez ça? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors après, pour vous donner quelques chiffres, 13 jours, c'est en 13 jours, hein, le Zoo XXL, c'est effectivement 13 jours à guichet fermé, et c'est presque 18 000 places vendues, dont 7 000 d'avance. Voilà, à peu près, je ne sais plus, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ça veut dire 7 000 places remboursées au public. Donc quand vous appuyez sur le bouton, vu la situation, oui, ça fait mal, déjà financièrement. Comment on vit la chose? Moralement, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais été au chômage. J'ai jamais perçu 1 euro d'argent de l'État dans ma vie au niveau professionnel. Quand on vous dit, bon, bah, on va vous prendre en charge, on va vous donner 10 000 euros par mois et payer vos salaires. Aujourd'hui, moi, j'ai pas à me plaindre financièrement, qu'on soit bien clair là-dessus. L'État prend à sa charge ce qu'il a dit qu'il prendra à sa charge. Après, nous, par exemple, on n'a pas le droit aux 20% de notre chiffre d'affaires parce que l'année dernière, à la même période, je n'avais pas de show ouvert. Donc, par exemple, il n'y a pas peu de flexibilité là-dessus. Ça serait intéressant peut-être de regarder au cas par cas. Moi, aujourd'hui, bon, il y a cette aide de 20%, je crois, du chiffre d'affaires que tu peux obtenir. Voilà, donc moi, le problème, c'est qu'on est en février l'année dernière. Moi, en février, j'étais pas ouvert. Et pour un festivalier comme moi, quand tu n'es pas ouvert, tu fais 0. Tu fais tout sur 4 mois sur ton année, tu l'as fait sur 4 mois. Voilà, donc du coup, si tu veux, voilà, il y a déjà des aides auxquelles on n'a pas le droit. Deuxième chose, on n'est pas dans la même bonne catégorie de producteurs de spectacles. Il y en a 3. Moi, je suis bien sûr dans la seule qu'on n'indemnise pas sur les remboursements de billets. Notre assurance ne prend pas en charge les remboursements de perte d'exploitation, sur les remboursements de billets. Donc, il y a tout je dirais qu'il y a tout un écosystème aujourd'hui qui grince. Où on a finalement des choses qui sont bien faites, où on prend c'est pris en charge, et après tu as une deuxième partie où tu te dis bah, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Quelle est la différence entre moi et un producteur de spectacle vivant? C'est ça, ce qui vous met en colère, c'est que c'est venu, comme beaucoup d'ailleurs, c'est qu'on vous empêche d'abord de vivre de votre passion, de faire votre métier, etc. Travailler, et puis de travailler, et puis qu'il y a un côté un petit peu injuste et qu'on ne comprend pas bien pourquoi dans un lieu comme ça, avec des choses, avec le respect des règles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? C'est ça un peu votre interrogation? Alors, moi, je comprends tout à fait qu'on veuille faire passer la santé avant tout, parce que la santé, enfin moi, dans mon éducation, la santé d'abord. Après, on m'a aussi appris les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Je pose une question à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui se passe dans notre pays? Moi, du coup, pas du tout. On donne pas de... Moi, je trouve qu'effectivement, il y a des choses aberrantes. On peut prendre le métro, on peut aller travailler. Les gens ne respectent... D'ailleurs, les entreprises ne respectent la plupart pas les conseils du gouvernement concernant le télétravail. Donc aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui se rendent tous les jours au travail alors que le gouvernement... conseille l'inverse, des patrons qui s'en foutent, tout un pan de l'économie que je vais appeler le pan du divertissement, on met les restaurateurs, etc., tout le monde dedans, où finalement, nous, on est victime de ça parce qu'on ne peut pas ouvrir à cause de chiffres, on nous parle de plateaux, on nous parle de voilà. Bon, tout ça a un sens, hein, je comprends, l'attention dans les hôpitaux, la santé, etc. C'est ce qui est le plus important, on est bien d'accord. Mais il y a un contexte aussi aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours qu'on est fermé. Moi, j'ai pu exploiter 13 jours de cette opération sur 75 prévus. Vous êtes chef d'entreprise, je vous laisse faire le compte, où on me donne 10 000 euros par mois, mais est-ce que ça remplace le chiffre d'affaires que je devrais faire? Sûrement pas. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais c'est incomparable. Allez, si, je vais donner un rapport 1 à 100. Moi, les charges que je paye, c'est 1,1, c'est pas 1,100, déjà qu'on m'explique. Deuxième chose, effectivement, il n'y a pas de colère chez nous, pour être très franc. Il y a plus une lassitude aujourd'hui de voir que finalement les choix se font par rapport à des critères sanitaires qui sont assez globaux. On pilote avec ces grands chiffres, ces grandes tendances. Je comprends qu'on veut pas qu'il y ait 500 personnes qui soient en train de mourir du Covid dans les hôpitaux, qui fassent la queue, et qu'on doit faire le choix de qui doit vivre ou mourir. Mais il y a un moment, pardon, je me permets de finir,
est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire un peu du cas par cas? Donc là, vous êtes dans un lieu qui fait, il y a 4200 mètres carrés à visiter, avec une jauge de 200 personnes. J'ai 21 mètres carrés moyens par personne. Je fais rentrer les groupes par groupe de 30. On les dissémine partout dans le bâtiment. Quand vous venez visiter notre exposition, et c'était le but artistique, hein, adapté au Covid bien sûr, parce qu'on le savait quand on a monté l'opération, vous ne croisez personne. C'était le but. On voulait que les gens puissent s'immerger dans un squat de graffiti, amélioré. Voilà. Et donc, nous, quand on nous met dans le même paquet que, pardon, une salle de spectacle, un bar, un restaurant, voilà, qu'on me montre aujourd'hui en quoi le Covid est en quoi on contamine les gens ici. Moi, en tout cas, dans notre équipe, on a reçu 14 000 personnes en 13 jours, il n'y en a pas un qui l'a attrapé. En quoi nos méthodes à nous, nos méthodes de travail, d'exploitation, pourquoi on ne nous consulte pas? On a quelque chose qui marche, on le sait. Moi, demain, je suis capable de faire un test, hein, un vrai test. Je mets ma main à couper qu'ici, il n'y a aucun souci. Alors, on nous a répondu parce qu'on veut limiter les flux. Donc, nous sommes fermés, mon entreprise tourne à 0, mon équipe ne travaille plus depuis plus de 3 mois parce qu'on veut limiter les déplacements de la population. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Je vous laisse. Je trouve que c'est grave parce que c'est déjà avoué que le lieu que je n'ai pas le droit d'ouvrir et qu'on m'empêche de travailler n'est pas contaminant. Et que finalement, ce qu'on va vous dire, c'est nous sommes en guerre. Enfin, je ne vais pas reprendre... Faux, bah, quand on est en guerre, on lâche les meubles, hein, on laisse, voilà, quand on va couler, bah, on écope, on jette ce qu'il y a à bord. Et qu'aujourd'hui, les étudiants, parce que je ne suis pas là pour me plaindre, il y a bien pire que nous. Les étudiants, la jeunesse de notre pays, voilà, moi je pense qu'il y a d'autres solutions, que notamment les élus locaux ne sont absolument pas consultés, tout vient de là-haut, et que faire du chiffre, faire de la masse, c'est bien, mais aujourd'hui la santé psychologique des Français, peut-être qu'elle est aussi importante, on le voit, hein, les gens craquent, les mouvements sociaux vont devenir de plus en plus violents, on le sait tous. Quelque part, est-ce que c'est pas aussi, parce qu'au-delà du fait comme entrepreneur vous êtes touché, mais quelque part c'est la société qu'on nous prépare, vous êtes un homme de culture, est-ce que c'est comme si on faisait disparaître la culture dans une certaine dimension, c'est un peu ça? Oui, je ne vais pas dire le nom d'un média dont on parlait tout à l'heure, la chaîne numéro 15 sur le câble. Moi j'étais estomaqué, pas par les infos, parce que bon, on a tous l'impression de voir un film de science-fiction tous les jours aux infos là, en ce moment. Je suis estomaqué par le fait que c'est accepté et acceptable aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression, après je peux peut-être me tromper, hein, peut-être que je ne regarde pas les bonnes infos, etc., que vivre sans culture, c'est possible même. C'est possible, mais surtout c'est comme ça. That's the way it is, comme on dit chez nos amis américains. C'est très grave d'entendre des journalistes professionnels parler de la situation actuelle comme si c'était quelque chose qui était devenu normal. On ne peut pas aller au restaurant, oui, mais on peut se faire livrer. Puis on a des géants de la livraison qui prennent 32% de leur marge aux restaurateurs qui travaillent jour et nuit pour vous livrer des plats et qui payent, pardon, hein, mais qui payent un demi-euro le livreur qui a lui la vraie plus-value de service. Qui va peut-être se tuer en vélo sur les routes. Et qui va se tuer en vélo et puis qui ont une situation, on ne va pas parler de ce sujet, mais qui sont dans une situation de précarité extrême. On va, des tout petits entrepreneurs comme moi, on va nous empêcher d'ouvrir un show comme ça sans avoir aucune justification technique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, personne ne m'a dit voilà pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir, voilà quand vous réouvrirez. Et je pense que tout ça, voilà, il y a un pilotage qui est fait sur des chiffres, sur des plateaux, sur des courbes, voilà, par des mathématiciens. Et puis au niveau national, parce que au niveau national. Vous parlez aussi des élus locaux. Quelle est la relation que vous avez avec les élus de la métropole, de la ville de Lyon? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Comment ils vous soutiennent? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a aussi des élus à la culture, il y a une politique culturelle. Bien sûr. La municipalité a changé, ils ont l'air davantage ouverts à ça. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ce qu'ils nous racontent, c'est que bon, déjà, les choses sont faites comme elles sont faites. Ils ne peuvent rien pour nous en termes d'ouverture. Ni la préfecture qui est là pour assurer la stabilité de notre pays. Donc ça, nous, on ne peut rien leur demander, parce que malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'agir. Bon, la vraie question, c'est s'ils les avaient, est-ce qu'ils le feraient?
Voilà, parce que est-ce que moi j'ai envie de... Je vous disais il y a 2 secondes, je peux mettre ma main à couper, que je donnerai qu'ici il ne se passera rien. Mais est-ce que moi j'ai très envie, dans le contexte actuel politique, l'opinion du grand public, est-ce que moi j'ai envie d'ouvrir demain Non. En fait, nous, on veut ouvrir parce que c'est légal, et parce que c'est légal de travailler, parce que c'est légal de pouvoir gagner sa vie. Et pour répondre à votre question, au niveau local, effectivement, à Lyon, les choses sont en train de... Je l'imagine et je l'espère en train de changer énormément au niveau de la culture. On vit dans une ville que je connais très bien, dans laquelle la culture, moi je ne vais pas faire trop de grosses généralités, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit Lyon c'est Niafron, c'est les chefs étoilés, c'est Paul Bocuse, c'est voilà, le foot, voilà, c'est tous ces pôles culturels qui sont voilà, actifs, très actifs à Lyon. L'urbanisme, l'architecture, le patrimoine. Voilà, exactement. La vraie question, on est la capitale mondiale de la gastronomie, pour moi non, déjà. Quand on a un petit peu voyagé, je pense que non. Est-ce qu'on est la capitale du street art? Non. Est-ce qu'on est la capitale, pardon, hein, mais moi j'ose le dire. Capitale des Gaules encore peut-être. Oui, bah ça oui, bah, on l'était il y a très longtemps. Ça c'est du passé, hein, voilà. Est-ce qu'on est la capitale culturelle de quelque chose? Pour moi non. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans, peut-être plus, hein, moi j'étais pas là avant. Qu'on draine toujours les mêmes milieux, les mêmes valeurs. Est-ce que vous allez manger dans un restaurant étoilé tous les jours? Non. Est-ce que... voilà, donc, moi j'ai le sentiment depuis très longtemps, en tant que Lyonnais, que de porter, pour moi, la culture de rue lyonnaise, de rue, attention, hein, c'est pas de rue ghetto, ou la rue, ça peut être le boulevard des Belges dans le 6e, de l'espace public, les vraies pratiques des Lyonnais, ce qu'ils mangent vraiment, ce qu'ils aiment vraiment en termes d'art, ce qu'ils écoutent comme musique. Tous ces points-là, je pense et j'espère que ça va changer, parce que je pense qu'on a des politiques aujourd'hui qui sont plus conscients qu'il faut déjà drainer ça sur l'ensemble du territoire, au niveau de la métropole. Ça ne doit pas être réservé au premier arrondissement, au 6e, au 3e. Ça doit pouvoir s'irriguer, ça doit pouvoir toucher tout le monde. Pour toucher tout le monde, il faut avoir un langage universel, et sans prétention aucune, nous parlons ce langage universel. Voilà. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que nos élus locaux ont passé vraiment une étape là-dessus, et qu'ils comprennent aujourd'hui, je vous en parlais avant qu'on commence à tourner, qu'ils nous prennent au sérieux.